Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons de poussée des arcs et de lignes des pressions. Nous verrons comment la poussée peut être reprise par des arcs adjacents. Nous verrons que la position de la ligne des pressions peut varier à l'intérieur de la structure. Nous verrons l'état de contrainte dans la section qui peut être élastique ou plastique et cela nous conduira à l'excentricité limite que la ligne des pressions peut atteindre à l'intérieur d'une structure donnée. Et puis nous verrons que cette excentricité peut être dépassée et que la ligne des pressions peut sortir de la matière si nous disposons d'une capacité de résistance à la traction du matériau. Dans cette tablette, on a modélisé un arc, on a déjà introduit ces deux appuis et les charges uniformes qui agissent sur lui, et puis on introduit le polygone funiculaire, et puis on ajoute un point de passage. C'est donc un arc à 3 articulations, une articulation à chaque appui et une articulation à peu près au milieu de l'arc dans cette configuration. Ce qu'on voit, c'est que la ligne bleue reste joliment au centre de la matière, pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'une charge uniformément répartie et que l'arc a été conçu pour une charge en forme de chaînette. Mais nous allons garder cette forme-là. Ce que nous avons vu dans l'applet, je le redessine rapidement. Donc nous avons une ligne de pression près au milieu de la structure. Nous appelons ça la ligne des pressions. La charge qui agit sur notre arc est une charge uniformément répartie G. Et notre arc a comme portée la distance L entre les deux appuis. Et comme flèche, la hauteur maximum de l'arc sur la ligne qui relie les appuis. Nous savons que les forces aux appuis de l'arc sont à gauche et à droite verticalement une force V qui vaut GL sur 2 et puis horizontalement une force H. Et cette force H, je ne crois pas qu'on l'a fait pour les arcs, mais on l'avait fait de manière symétrique pour les câbles. Sa valeur est GL carré sur 8F. On voit qu'il faut une force aux appuis qui pousse vers l'intérieur de l'arc. Cela veut dire que l'arc pousse ses appuis horizontalement vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la poussée de l'arc. Dans notre configuration, nous avons des appuis qui sont capables de reprendre cette poussée. En réalité, il faudra toujours être capable de la reprendre, sinon l'arc s'effondrera. Comment est-ce qu'on peut reprendre la poussée? Toujours une charge G, et puis un arc qui tend à pousser sur ses appuis parce qu'il a une force de compression inclinée qui arrive sur les appuis. Une solution qu'on a vue il y a déjà un certain temps, c'est d'utiliser des arcs-boutons. Une solution qui est efficace, la composante horizontale de la poussée finit par être prise par des forces légèrement inclinées dans les colonnes et puis un petit peu plus inclinées dans les arcs boutants, et l'ensemble de la poussée H à gauche et à droite est reprise à gauche et à droite par les piliers et les arcs boutants. Mais c'est une solution qui est relativement encombrante et qui est un petit peu un problème. D'autre part, vous avez peut-être remarqué dans certaines cathédrales, par exemple, il y a des piliers intermédiaires et puis ils n'ont pas d'arc-boutant. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une des propriétés intéressantes des arcs adjacents. Prenons par exemple ce pont qu'on a déjà vu sur l'entête de cette leçon. Il a une certaine longueur
Et puis, c'est un pont qui porte des trafics de locomotives, donc des charges relativement lourdes. Et pourtant, ce pont ne semble pas avoir des piliers extrêmement épais. Ceux que je dessine sont plutôt plus épais qu'ils ne le sont en réalité. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en haut de chacun de ces piliers, on a un arc avec des voussoirs et donc une poussée. Ouais, c'est un petit peu biscornu ce que j'ai dessiné, mais vous avez le message. Il y a juste à la fin, on arrive ici à ce qu'on appelle la culée, c'est l'extrémité du pont, et puis ici on va se retrouver avec un mur qui va dans le sol. Hein. Vous avez déjà vu ça. Là, ici on a notre vallée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, regardons un sous-système qui se trouve ici. Redessinons notre sous-système en plus grand. À gauche, on a une partie d'arc, à droite une partie d'arc, et puis ici une partie de pilier. On a une pression qui vient de la gauche, une pression qui vient de la droite. Ben, faisons un polygone des forces. Qu'est-ce qu'on a? On a l'effort PD, puis l'effort PG, et on constate que les deux composantes horizontales s'annulent de telle façon que l'effort dans la colonne, ici en bas, est vertical. Ah, c'est très intéressant. Donc, on constate que dans les arcs adjacents, la poussée s'annule. Alors, ça suppose que les arches sont exactement identiques. Si elles ne sont pas exactement identiques, ben, la poussée s'annule partiellement, mais en grande partie. Donc ça, c'est une propriété intéressante des arcs adjacents qui permettent de ne reprendre la poussée que à la culée, parce qu'à la culée, ici, on va avoir une poussée à la culée qui, elle, ne peut pas être prise. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est près du sol, donc on va simplement faire un grand mur, et ce grand mur va reprendre cette poussée, la transmettre au sol qui, lui, ne bouge pas. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu dans la plainte. Lorsque nous avons un arc à 3 articulations, eh bien, la forme du polygone funiculaire est définie. Il n'y a une seule solution. Donc, nous avons ici la portée. La flèche, et puis la poussée H vaut GL carré sur 8F. Pas la moindre question à ce sujet. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est insensible aux différences de température et au tassement d'appui. Donc si les appuis bougent, ce qui peut arriver puisqu'on va leur mettre des grandes forces suite à la construction de l'arc, eh bien cet arc ne va pas changer de forme et ça ne va pas poser de problème essentiel pour la structure. Donc ça, c'est un avantage et c'est une explication pourquoi les arcs à 3 articulations ont été assez populaires, on va dire, au début de l'ère industrielle, au 19e siècle et au début du 20e siècle, parce que c'était des structures qui étaient plus faciles à comprendre. Elles sont aussi un tout petit peu plus faciles à calculer, mais ça, c'est de nos jours plus tellement un problème. Si on a un arc à 2 articulations, eh bien, la ligne des pressions elle peut être au milieu, comme je l'avais dessiné tout à l'heure, mais elle peut, à la limite, descendre jusque tout en bas. Ou bien monter jusque tout en haut. Puis en fait, elle peut prendre n'importe quelle place entre ces deux extrêmes.
Nous connaissons la portée, comme tout à l'heure, elle vaut toujours L. Et la flèche, à ce moment-là, peut varier entre une valeur minimale et une valeur maximale. Fmin et Fmax. La poussée maximale, Hmax, vaut GL carré sur 8 Fmin. Donc il s'agit de la configuration inférieure pour laquelle la poussée est plus grande puisque la flèche est plus petite. La poussée minimale, Hmin, est égale à GL carré sur 8F max. J'ai oublié de le mettre, mais G, évidemment, c'était la charge qui était appliquée à notre structure. Et puis, si nous avons un arc sans articulation, toujours avec la charge G, alors la ligne des pressions est encore plus libre de changer. Elle peut commencer ici, tout en bas, tout à l'extérieur de l'arc, passer tout en bas au milieu de la portée, et puis aller jusqu'à l'extérieur à droite. Ou bien au contraire, elle peut commencer tout à l'intérieur à gauche, aller jusque tout en haut, et puis redescendre tout à l'intérieur à droite. Ces configurations n'ont plus la même portée. Nous avons une portée minimale et une portée maximale. Ainsi qu'une flèche minimale et une flèche maximale. La poussée maximale, Hmax vaut GL max au carré sur 8F min. Donc c'est la configuration toute plate. Alors que la poussée minimale, Hmin, vaut GL min au carré sur 8F max. À noter que c'est une solution, comme celle de l'arc à deux articulations, mais plus encore, qui est sensible aux différences de température et au tassement d'appui. Alors c'est une solution qui est tout à fait adéquate, mais on l'évitera par exemple si on a des sols un petit peu mous, où on aura un risque de mouvement de l'arc. Par contre, si on est, disons, dans une montagne, on veut franchir une vallée, c'est une solution qui est tout à fait recommandable. Revenons au cas de l'arc à trois articulations soumis à une charge uniformément répartie G, et nous voulons regarder les contraintes qui agissent dans la section. D'abord, il nous faut connaître les dimensions de la section. Alors ici, on voit que l'épaisseur de l'arc a une certaine valeur. Je vais lui donner l'identification T. Et puis, cet arc a une hauteur H.
qui est aussi identifié ici. Nous allons d'abord regarder la répartition élastique des contraintes qui correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans notre cours, c'est-à-dire lorsque l'on a un effort N, ici de compression, qui agit sur une surface, alors agissent des contraintes, pour que tout cela soit en équilibre, des contraintes sigma est égal à N sur A, c'est-à-dire N sur T fois H. Et donc, si l'on connaît T et H et qu'on connaît l'effort N, on peut déterminer les contraintes élastiques. Par contre, vous verrez qu'une répartition plastique des contraintes nous sera utile pour voir comment la ligne de pression peut effectivement se déplacer à l'intérieur d'une section, cela sans faire des raisonnements trop compliqués. Des contraintes plastiques, eh bien, soit la contrainte, disons, de compression vaut 0, soit la contrainte de compression vaut la résistance à la compression Fc. Donc on ne peut pas avoir des contraintes plus petites, elles doivent être très petites, alors 0, ou bien elles doivent être égales à Fc. Comment est-ce qu'on va faire? On a toujours notre effort N de compression. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, clairement, la contrainte de compression qu'on avait à gauche avec la répartition élastique était faible. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une zone avec cette contrainte Fc. Puis cette contrainte Fc, ici, elle agit très fort. Mais évidemment, cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser toute la largeur H de la section. On va juste utiliser une petite partie de la section. Alors, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se comporte en réalité, mais cette façon de réfléchir, vous verrez, nous aidera tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a N est égal à Fc fois B fois T. Ce qui nous intéresse, puisque c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est B. Donc B vaut N divisé par Fc fois T. Si on arrive à l'effort maximum que peut reprendre cette section, B devient égal à H et les deux approches, à gauche et à droite, sont identiques. Ça arrivera pas très souvent avec les arcs, mais ce serait en théorie possible. Dans cet arc à 3 articulations, maintenant, pour simplifier les choses, je vais placer l'articulation au milieu, de telle façon que la structure soit symétrique. Évidemment, ça ne correspond pas exactement à la réalité dans ce que nous avons construit ou ce que nous avons observé sur notre maquette, mais pour ce modèle, on peut l'accepter. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui va arriver à la ligne des pressions si les charges qui sont appliquées sur l'arc changent. Alors, comment est-ce qu'elles vont changer? On va les modifier. On va modifier les forces qui ici agissent à gauche. Je les sélectionne, les forces qui agissent sur la partie gauche. Et puis, je les augmente. Ce qu'on constate, c'est que lorsque j'augmente la charge sur la partie gauche, alors l'arc monte jusqu'à s'approcher ici de l'extrado, la partie extérieure, et puis dans cette partie droite, on voit qu'au contraire, la ligne des pressions s'approche de la partie inférieure de l'arc. Maintenant, j'ai sélectionné les charges qui agissent sur la partie droite de l'arc, et puis de même, je les augmente, et ce que l'on voit, c'est de la même façon, l'arc monte dans la partie droite jusqu'à potentiellement toucher la partie supérieure et il descend dans la partie gauche jusqu'à potentiellement toucher la partie inférieure. Je reporte dans cette image ce que nous avons observé, donc avec une articulation en haut. Lorsque les charges sont
symétrique, la ligne de pression elle est centrée ou approximativement centrée. Lorsque les charges sont antimétriques, la ligne de pression monte dans la partie gauche et descend dans la partie droite. Et c'est l'inverse qui se produit lorsque on augmente les efforts dans la partie droite de l'arc. On observe que la ligne des pressions se déplace à l'intérieur de la structure selon les charges appliquées. D'autre part, on constate que dans les zones proches des articulations, la position de la ligne des pressions varie peu. Ça signifie que peut-être qu'on pourrait enlever de la matière dans ces endroits-là si cela nous intéresse. On constate ça, on l'a déjà vu dans certains exemples d'arcs, notamment à deux articulations. Alors regardons maintenant ce qui se passe lorsque la ligne des pressions est peu excentrée, et nous allons regarder ça seulement du point de vue plastique. Nous allons avoir ici une ligne des pressions peu excentrée. Donc elle était initialement ici, ça représente aussi l'axe de notre pièce. On a une distance, une excentricité E qui s'est créée vers l'extérieur dans ce cas-là, on aurait pu faire vers l'intérieur. Et les contraintes se répartissent de la manière suivante. On a toujours la contrainte FC sur une certaine largeur B. Et puis on voit qu'on n'est pas encore arrivé au bord de la matière, on pourrait encore aller un petit peu plus à gauche. Ici, nous allons aller à l'excentricité limite de la ligne des pressions. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pousser nos contraintes, elles vont augmenter un petit peu, parce qu'on aura peut-être augmenté la force. On aura nos contraintes qui rempliront toute la matière jusqu'au bord. Donc on a la contrainte FC qui agit. On a une largeur limite, j'appelle BL, la largeur limite, et nous avons en même temps ici l'excentricité limite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons augmenter l'excentricité, bien, nous pouvons toujours aller un petit peu plus à gauche avec l'effort N. J'aurais dû écrire que cet effort s'appelait N. Je pense que vous aviez deviné vous-même. Je pourrais aller plus loin avec l'effort N, mais je ne peux pas prendre une contrainte plus grande, d'accord? Puisque je suis à la résistance du matériau. Et si je veux avoir quelque chose qui est symétrique, je dois avoir quelque chose qui est symétrique pour que la résultante de toutes ces contraintes puisse être en équilibre avec l'effort N. Donc si je vais plus loin, je vais avoir une surface qui va diminuer, donc la force va diminuer. En fait, je ne pourrais pas aller plus loin que cette excentricité. C'est ce qu'on a un petit peu dans notre cas ici. On a
un effort qui est repris de part et d'autre, qui arrive à une certaine valeur limite. Si au lieu d'avoir un caoutchouc, on avait eu un matériau très fragile, comme il y a seulement une toute petite largeur de peut-être 1 cm où l'effort peut passer dans notre arc en bois, eh bien, il pourrait y avoir une rupture. Et réellement, c'est tout à fait un cas qui est réaliste. Donc la ligne de pression, ben, elle peut en apparence pas sortir de la matière. Cependant, dans cette vidéo, j'utilise un truc pour permettre à la ligne de pression de sortir de la matière. À un endroit où une fissure s'ouvre très largement, je place un morceau de scotch que je fixe sérieusement sur l'arc. Et ensuite, quand j'appuie sur l'arc, eh bien évidemment, à cet endroit-là, cette fissure ne peut pas s'ouvrir et l'arc fonctionne toujours normalement, mais à cet endroit-là, je peux appuyer plus fort sans que la fissure s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, regardons comment ça se passe en réalité. Donc réellement, à cet endroit-là, la ligne de pression, elle est hors de la matière. Alors en principe, ce n'est pas possible. Ou si on a seulement de la maçonnerie, on l'a vu, on arrive à l'excentricité limite, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas sortir de la matière. Cependant, on a vu que grâce à mon morceau de scotch jaune ici, j'ai pu aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardons, nous avons ici notre effort. Nous avons notre excentricité qui est plus grande que l'excentricité limite de tout à l'heure. Pourquoi? Ben parce que nous avons introduit ici cet élément de scotch qui évidemment ne peut pas prendre grande compression, mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de compression. On voit qu'il y a un joint qui essaye de s'ouvrir. Donc on va avoir ici un effort de traction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre effort sera maintenant repris par une partie de compression et cette partie de compression, elle correspondra à l'excentricité limite. Avec des contraintes ici FC et une certaine largeur. Et l'effort de traction T dans le scotch. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne au moyen de cette applette. Donc j'applique ici une force qui correspond à la compression, donc elle n'agit pas tout à fait à la limite de la section, mais pas très loin. Et puis, je fais agir une deuxième force, qui est celle du scotch, qui agit dans l'autre sens. Elle n'est pas très grande, hein, parce que ce morceau de scotch, il est petit, il est juste là au bord. Ces deux forces, en principe, là, sont parallèles. Elles n'ont pas besoin exactement de l'être, mais en principe, elles le sont. Et maintenant, je vais utiliser le bouton résultant de l'applette. Et qu'est-ce que je vois? Vous auriez pu le voir si vous aviez fait vous-même la résultante à la main, hein, c'est tout à fait possible. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on vous oblige à bien maîtriser les résultantes et ce qui se passe. Je pense que si je vous avais demandé quelle est la résultante de deux forces qui sont antagonistes, vous aurez dit oui, elle n'est pas entre les deux forces, elle est à l'extérieur. Ben, on profite de cela. Donc vous voyez qu'en rajoutant une petite force rouge ici, on fait bouger la résultante vers l'extérieur. Si on modifie cette force, vous voyez qu'on peut la faire bouger pas mal à l'extérieur, mais évidemment, ça nécessitera plus de scotch, on dira, plus de matière. Dans un arc en béton, ça veut dire de l'armature. Dans un arc en acier, en fait, ça veut dire que là, on doit avoir une section d'acier qui est capable de résister à cette traction. Mais en fait, vous vous souvenez que parmi les arcs qu'on a vus, il y avait pas mal d'arcs qui étaient des arcs en béton armés ou des arcs en acier qui peuvent bénéficier d'une certaine traction. Donc, il y a les arcs en maçonnerie pure, comme le pont du Gard, les arcs romains, les arcs, on va dire, de maçonnerie classique, mais il y a aussi beaucoup d'arcs avec des produits technologiques qui peuvent avoir une petite excentricité grâce au fait qu'ils résistent un petit peu à la traction. Dans cette vidéo, nous avons vu
ce qu'est la ligne des pressions et la poussée d'un arc. Nous avons vu qu'il est nécessaire de reprendre cette poussée et qu'elle peut être reprise notamment par contre-poussée lorsqu'on a des arcs adjacents. Nous avons vu quel est l'état de contrainte élastique et plastique dans l'arc. Nous avons vu qu'il peut avoir une excentricité de la ligne des pressions à l'intérieur de la structure, en fonction notamment des charges qui sont appliquées. Et nous avons vu que cette excentricité peut atteindre une valeur limite, mais que cette valeur limite peut être aussi dépassée si on est en présence d'un matériau qui résiste à la traction, ou en tout cas d'un matériau qui a un renforcement des armatures qui peuvent résister à la traction.